Donc, Marie Audouin, urologue à Paris, et donc qui travaille avec toi à la clinique Bizet, également libérale, et qui est parfaitement maintenant intégrée dans l'urologie et dans la médecine sexuelle et la chirurgie de la sexualité. Tu vas nous parler de médecine régénérative de la verge, mythe ou réalité. Monsieur le secrétaire général, monsieur le président, chers confrères, donc là je vais effectivement vous parler de la médecine régénérative du pénis et j'espère vous convaincre que ce n'est pas un mythe mais une réalité. Alors c'est vrai, comme disait Ronald tout à l'heure, la plasmathérapie depuis quelques années est très en vogue, mais ceci dit ça a commencé déjà depuis un peu plus de 50 ans avec différentes utilisations. Initialement des transfusions pour des traitements d'ulcères, de la chirurgie maxillofaciale, de l'implantologie dentaire. Et puis ensuite, ça s'est beaucoup utilisé aussi en chirurgie orthopédique et en rhumatologie. Et depuis plusieurs années également en médecine esthétique, en ophtalmologie, pour la réparation nerveuse et pour le périnée. Et j'espère à l'avenir pour la médecine générative du pénis. Alors, le rationnel scientifique de l'utilisation, principalement, donc, je vais vous parler du PRP, du plasma riche en plaquettes ou plasmathérapie. Et le rationnel scientifique de l'utilisation de ce PRP, c'est qu'il a des propriétés anti-inflammatoires et il permet, quand on l'injecte in situ, par un effet paracrine, de relargage de nombreux facteurs de croissance qui vont avoir tous une fonction bien précise et principalement, nous, ce qui va nous intéresser en médecine régénérative du pénis, c'est tout ce qui est croissance cellulaire, réparation de vaisseaux sanguins, angiogénèse, cicatrisation et régénération et protection de cellules nerveuses. Alors, concernant la dysfonction érectile, pourquoi il est intéressant d'utiliser cette plasmathérapie? Parce qu'on a quand même de nombreux traitements qui sont mis à disposition pour traiter les patients, mais ces traitements ont une efficacité qui va être variable en fonction de l'étiologie de la dysfonction érectile, comme on a vu, que ce soit neurologique, vasculaire, artérielle ou vasculaire au niveau veineux. Et tous ces traitements peuvent avoir des effets indésirables ou être mal tolérés. Et la dernière chose aussi, c'est que pour les patients, notamment les patients qui sont un petit peu qui sont jeunes, certains traitements qu'on utilise pour la dysfonction érectile, comme la pompe à érection ou les injections intracaverneuses ou l'instillation intra-urétrale de prostaglandine, il y a quand même une certaine perte de spontanéité des rapports sexuels qui peut mettre à mal un couple et voire pour des patients qui sont célibataires être difficile pour se remettre en couple. Et puis d'autre part, une grande partie des traitements de la dysfonction érectile ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et peuvent avoir un certain coût quand on les prend pendant de nombreuses années. Alors, la plupart des patients sont traités de manière un petit peu multimodale avec différents types de traitements qui sont associés. Et le but en fait de la plasmathérapie, ça serait de s'insérer au sein de ces traitements multimodaux. Et surtout, en cas de dysfonction érectile réfractaire, pourquoi pas devenir une alternative à l'implant ou en tout cas retarder la mise en place d'un implant pénien. Cette plasmathérapie, on n'a quand même pas beaucoup d'études qui ont été réalisées. Principalement, donc, les études chez l'animal, c'était surtout pour la dysfonction érectile d'origine neurologique, qui pourrait, elle, nous intéresser énormément chez les patients, notamment diabétiques, et tout ce qui est prostatectomie, voire chirurgie pelvienne, avec tout ce qui est cancer du rectum, ou également les cancers de la vessie. Et la plupart des articles qu'on trouve actuellement qui ont étudié les injections de PRP dans la dysfonction érectile, c'est surtout les dysfonctions érectiles d'origine vasculaire, avec des articles où les patients qui avaient des dysfonctions érectiles autres étaient exclus. Et surtout, c'est des articles où c'est des petites cohortes sans groupe placebo. Alors, l'inconvénient également, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas de protocole pour la plasmathérapie, chaque équipe fait son protocole. Et c'est difficile de pouvoir comparer les études entre elles. Une autre remarque
par rapport à toute l'utilisation de la plasmathérapie, c'est que souvent, il n'y a pas d'échographies qui sont faites au diagnostic donc d'échographie de verge, faites au diagnostic pour étudier un peu les artères et les veines de la verge, et non plus dans le suivi. La plupart des études ne prenaient pas en compte de résultats échographiques. Alors, au CETI, donc, concernant le PRP qu'on injecte en intracaverneux pour la dysfonction érectile, on fait toujours ça sous bloc pénien avec une application locale de lidocaïne et de prilocaïne en plus. Donc c'est un petit peu une anesthésie locale en 3 temps. Un premier temps d'application que le patient fait à domicile, puis le bloc pénien, puis une deuxième application de crème. On fait systématiquement les injections sous contrôle échographique après avoir injecté un petit peu de papavérine, histoire de créer une mini-érection qui va permettre en fait, d'augmenter l'afflux sanguin et peut-être de permettre que le PRP qu'on injecte reste plus localement au niveau des corps caverneux et ne reparte pas dans le système veineux tout de suite. Et globalement, en fonction du type de PRP qu'on fait, 3 à 4 injections. Donc là, sur... je ne sais pas s'il y a un pointeur. C'est juste en dessous. Sinon, avec le touch, avec le trackball. Avec le track, directement sur le... La souris. Avec la souris. Ouais, avec là. Ah voilà, oui. Et donc, là, comme vous le... Ouais, je sais pas. Comme vous le voyez, donc là, on a une image échographique d'un corps caverneux avec l'albuginée et l'aiguille qui est au sein du corps caverneux et donc l'injection de PRP qu'on fait en intracaverneux avec ce PRP qui est à l'échographie, c'est ces petites billes un petit peu hyper échogènes. Et voilà en fin d'injection à quoi ressemble le corps caverneux. Alors, concernant la maladie de la Peyronie, de même, pourquoi un intérêt de cette médecine régénérative? Parce que cette maladie de la Peyronie, qu'on a pendant longtemps, qui a quand même été le parent pauvre de l'urologie pendant longtemps, qui n'a pas beaucoup intéressé la recherche non plus, on s'est retrouvé avec des patients qui sont de plus en plus nombreux à consulter. C'est vrai qu'il y a encore une vingtaine d'années, on disait que la maladie de la Peyronie touchait 1 à 3% de la population masculine. Maintenant, on se rend compte qu'on est plus aux alentours des 10%. Et cette maladie de la Peyronie, qui donc correspond à une fibrose de l'albuginée qui entoure les corps caverneux, qui peut être plus ou moins étendue et est responsable de douleurs et voire de déformations qui peuvent être plus ou moins invalidantes pour les rapports sexuels. Et donc ça a des conséquences bien sûr esthétiques pour les patients, fonctionnelles de par cette courbure, la perte d'élasticité et de longueur de la verge et de circonférence qui peut s'y associer, ainsi que des dysfonctions érectiles qui peuvent être secondaires, et puis des conséquences psychologiques. Alors c'est vrai que même si la maladie de la Peyronie, elle touche principalement des hommes de plus de 50 ans, on a quand même quasiment 30% de patients de moins de 40 ans. Et puis le problème de cette maladie de la Peyronie, c'est qu'on n'a pas de traitement curatif. On avait bien les injections de collagénase, Clostridium histolyticum, mais qui ont été retirées du marché en Europe depuis fin 2019. Et les autres traitements qu'on peut proposer aux patients, finalement, ne sont pas très efficaces. Et notamment, donc, cette maladie de la Peyronie, on a 2 phases. La phase douloureuse, où là, on peut proposer des anti-inflammatoires, des injections de corticoïdes, mais les injections de plasma riche en plaquettes pourraient également permettre d'améliorer cette phase douloureuse. À la phase chronique de la maladie de la Peyronie, le seul traitement qui est recommandé, ça reste la chirurgie, parce que c'est le seul traitement qui reste efficace. Sauf qu'elle est très traumatisante sur le plan psychologique pour les patients. J'ai beaucoup de patients qui ne souhaitent pas du tout avoir de chirurgie. Et cette chirurgie peut être pourvoyeuse de complications, avec, si on fait en fonction du type de chirurgie qu'on peut proposer, savoir si on touche ou pas à la plaque de maladie de la Peyronie, une perte de longueur, des dysfonctions érectiles et bien sûr également le risque de récidive. Donc bien sûr, la médecine régénérative du pénis s'intégrerait comme pour la dysfonction érectile, dans le cadre de la prise en charge, que ce soit à la phase douloureuse ou chronique de la maladie de la Peyronie, en alternative à la chirurgie, ou pour permettre une chirurgie qui pourrait être moins compliquée. C'est-à-dire que même si la plasmathérapie
peut améliorer en partie, ça pourrait nous permettre de faire une chirurgie un peu moins lourde pour le patient. Alors, encore une fois, pour utiliser la plasmathérapie, il me paraît indispensable d'avoir des données qui sont objectives quant à la présence de la maladie, enfin de cet épaississement de l'albuginée, et surtout aussi pour évaluer de manière objective le suivi. Et donc dans ce cadre-là, on propose une systématisation de l'échographie avec mesure de l'épaisseur de l'albuginée sur 5 zones en dorsale au niveau de la verge, en proximal médian, en médian distal et en distal. Alors globalement, ça ce sont les données du docteur Virag et du docteur Sussman. Une albuginée normale, elle a une épaisseur aux alentours de 1,6 à 1,8. Et parfois dans les maladies de la péronie, donc on va avoir des épaisseurs qui peuvent même atteindre 4,5 à 5 mm sur ces différentes zones. Une autre chose qui nous paraît indispensable, et notamment sur l'utilisation de l'échographie, c'est qu'on se rend compte, à force de faire des échographies dans les maladies de la péronie, que la fibrose qu'on voit là sur ces 3 images, ici, ici et ici, peut avoir, donc ça, on voit très bien l'aspect feuilleté de la fibrose, mais surtout, sur les images de droite, on voit qu'il y a différents types de fibrose qu'on peut retrouver lorsqu'on fait ces échographies de manière systématique. Des fibroses associées à des petites calcifications, qui pourraient aussi, ces calcifications pourraient signifier, enfin représenter en fait l'importance du saignement qu'il y avait eu au cours des traumatismes ou des microtraumatismes de la verge responsables de cette maladie de la péronie. Ici, on voit une fibrose qui est superficielle. On a l'albuginée là qui est normale et juste au-dessus, une albuginée qui est plus fibreuse. Et puis, on a également des cas qui sont plus rares, mais qui sont quand même un petit... C'est chez ceux-là où on a l'impression que ça marche moins bien. Cette espèce de fibrose très rétractile, qui est très rigide et qui, là, en plus de la courbure, provoque vraiment une importante perte d'élasticité de la verge. Donc encore une fois, place de l'échographie, probablement dans le diagnostic et le suivi, et surtout peut-être à terme, pouvoir définir des patients chez qui on pourrait être plus efficace que chez d'autres avec les différents traitements, et notamment le PRP. Alors de la même manière que pour la dysfonction érectile, on n'a pas beaucoup d'études sur le PRP et la maladie de la péronie. La plupart des études sont donc toujours des petits effectifs sans groupe placebo et souvent sur des maladies de la péronie qui sont stabilisées, donc en phase non douloureuse. Alors que potentiellement, on sait que plus on va prendre tôt la maladie de la péronie, plus on a des chances d'être efficace sur la prise en charge. Et puis bien sûr, tout ça, ça dépend aussi des attentes des patients. À savoir qu'en fonction de l'âge et de la vie sexuelle des patients, ils ne vont pas forcément avoir la même attente. Il y a des patients qui vont vouloir que vraiment on leur rende une verge qui est très droite et des patients qui vont tolérer une petite courbure résiduelle de 10, 20, voire 30 degrés. Alors, comment au CETI on fait nos injections de PRP dans la maladie de la péronie? Toujours sous contrôle échographique avec cette même anesthésie locale en 3 temps. Et là, je vous ai donc mis des images qui montrent bien l'albuginée. Donc on met vraiment notre aiguille sous contrôle échographique au milieu de l'albuginée et on va injecter le PRP qui là est hyperdense sur l'échographie et qui va permettre en fait de décoller les différents feuillets de la plaque de maladie de la péronie. En général, on refait à chaque injection, à chaque séance de PRP, on refait une échographie pour voir là où la plaque est la plus épaisse pour pouvoir plutôt se focaliser à ce niveau-là. Alors, quelques exemples de succès de traitement de maladie de la péronie par le PRP. Donc, le patient avant traitement et après 5 séances de traitement. Donc certes, il reste une courbure résiduelle, mais qui est nettement moindre et moins gênante. Et surtout, cet petit aspect un petit peu étroit qu'on peut appeler en sablier ou en coup de hache, qui s'est bien amélioré. Et puis là, sur une courbure dorsale, on voit bien la nette amélioration après 6 séances de PRP. Alors j'ai repris à peu près 66 patients qui avaient bénéficié de PRP. La moyenne d'âge était environ de 56 ans, enfin 57 ans même.
43% avaient une dysfonction érectile antérieure, 14% une dysfonction érectile concomitante et quand même 11% des patients qui avaient développé une dysfonction érectile après la maladie de la Peyronie. L'IUF5, donc il y a le score, un des questionnaires d'évaluation des troubles érectiles, était à 19. Presque 20, pardon. Et l'EHS, comme le disait Ronald tout à l'heure, l'EHS, l'Erection Hardness Score, qui va de 1 à 4 et qui représente la dureté de la verge au moment de l'érection. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Ah, j'ai déjà fini. Alors, je vais me dépêcher. On a pas mal de gens, des cancers de la prostate, cancers de la vessie, les maladies du Dupuytren et de l'édérose, de patients qui avaient des diabètes et des patients qui ont eu des résections endoscopiques, que ce soit de vessie ou de prostate. Et ça, on sait que ce sont des facteurs de risque de maladie de la Peyronie. Globalement, 17% des patients avaient eu un traumatisme, un macrotraumatisme, donc faux pas du coït. Et puis, les patients avaient quand même, ce qui est intéressant dans notre étude, dans la plupart des autres études, en fait, ils ont exclu tous les patients qui avaient eu des traitements antérieurs au PRP. Nous, on a décidé de les intégrer et il y avait quand même presque 50% de patients qui avaient eu des traitements par vitaminothérapie et sinon des injections de corticoïdes, d'ondes de choc pour la verge, ou ce fameux Xiapex, la collagénase qu'on avait jusqu'en décembre 2019, et le Verapamil, qui est des injections également en intra-albuginée. Le nombre moyen de séances de PRP était de 6,5. Et donc là, on voit que chez tous les patients chez 33% des patients, il y avait des douleurs préthérapeutiques et qu'il n'y avait plus de douleurs en fin de traitement par le PRP. La courbure était quand même passée de 40 à 22 degrés, donc une amélioration de 18 degrés. Et l'étranglement, donc la diminution de la circonférence de la verge, était quand même passée de 17,8 à 10,5%. Et on voit bien sur les mesures échographiques de l'albuginée qu'on avait une nette amélioration de l'épaisseur de l'albuginée. En termes de complications, 3 complications avec des ecchymoses mineures et on a eu 2 cas d'aggravation, un qui finalement j'ai réussi avec du Verapamil à l'améliorer et un qui a eu une chirurgie de redressement de verge. Alors là j'ai 2 très courts cas cliniques alors Monsieur W qui présentait donc une dysfonction érectile non explorée avec un échec des IP2E5. Il a eu une injection de prostaglandine en intracaverneux qui a provoqué un priapisme. Et suite à ce priapisme, une fibrose des corps caverneux avec aggravation de sa dysfonction érectile. Avant de venir nous voir, il avait une EHS à 1 et un IEF5 à 5, donc très très bas. L'échographie confirmait la présence de fibrose et il y avait également un épaississement de l'albuginée, même si le patient ne se plaignait pas de courbure de la verge. Voilà les images d'échographie. Donc on a la fibrose, alors elles ne sont pas de très bonne qualité, mais là on voit la fibrose, c'est très dense et ça n'est habituellement pas le cas à l'échographie. Et cette albuginée un petit peu épaisse et puis une artère caverneuse qui était un petit peu grêle. Il a bénéficié de 6 séances de PRP qu'on a fait et en intracaverneux et au sein de l'albuginée. Et on voit que déjà sur l'épaisseur de l'albuginée, on a bien amélioré. L'artère caverneuse, on voit que au bout de 6 séances, elle était nettement de meilleure qualité. Et surtout, au bout de 6 séances, il a eu une EHS à 3 sur 4 qui permettait une pénétration. Alors que ce patient, à la base, on lui avait proposé un implant pénien. Un deuxième cas, patient de 60 ans, prostatectomie en octobre 2021 avec une préservation des bandelettes vasculo-nerveuses de manière unilatérale. Et pas de problème d'érection avant la prostatectomie. Et une fois la prostatectomie réalisée, échec des traitements par IPDE5 et surtout aux injections intracaverneuses, la présence de douleurs. Il avait à l'échographie une dysfonction endothéliale. Alors l'injection réalisée intracaverneuse pour l'échographie retrouvait une érection qui était plutôt de bonne qualité, mais il y avait quand même une atteinte artérielle significative de l'axe droit et une fuite veineuse. Alors les patients qui ont une prostatectomie, on sait que probablement il y a une atteinte neurologique associée. Il a bénéficié de 4 séances de PRP et on lui a quand même poursuivi le tadalafil 5 mg quotidien. Et on voit qu'au bout de 4 séances, il avait une EHS à 3,5 sur 4 avec une pénétration possible. Donc pareil, ce patient-là, c'était initialement une indication d'implant pénien. Donc j'espère vous avoir montré que la médecine régénérative du pénis, c'est une réalité plus qu'un mythe. Elle mérite d'être tentée car il y a très peu de complications. Elle n'exclut pas les autres traitements.
Elle peut s'intégrer dans une prise en charge multimodale et surtout, elle peut permettre de retarder ou de surseoir à une chirurgie de maladie de la péronie ou d'implant pénien pour dysfonction érectile. Bien sûr, il faut bien sélectionner les patients. Il faudrait qu'on arrive à standardiser les protocoles et notamment l'utilisation de l'échographie. Et il pourrait être intéressant aussi, comme il y a beaucoup de types de PRP différents sur le marché, d'évaluer la concentration en plaquettes de ces différents PRP pour voir un petit peu lequel serait le plus efficace, parce que probablement celui là où il y a le plus de concentration en plaquettes, c'est là où ça sera le plus efficace. Et bien sûr, essayer de demander une prise en charge par la sécurité sociale pour que le maximum de patients puissent en bénéficier, parce que ce PRP a quand même un coût. Je vous remercie. Merci Marie, de ce sujet très intéressant, alors, qui pose un certain nombre de problèmes que, dans ton titre d'ailleurs, la partie la plus importante du titre, c'était comment valider les résultats. Parce que tu l'as bien insisté, et je pense que tout le travail fait sur l'échographie est en effet indispensable, parce que on sait très bien dans l'échographie, ne serait-ce que en faisant la même échographie chez le même malade à 5 jours de différence, des différences de 2 ou 3 mm sont pas significatifs dans les résultats. Et d'autre part, alors moi je m'étais intéressé à la médecine régénérative avec François Abe, d'ailleurs à Tenon, sur le sphincter, où il y a eu quelques publications qui montraient des résultats, puis en fin de compte, 15 ans après, ça a complètement été abandonné. Enfin, je ne me suis pas mis aux derniers résultats de ces dernières années, mais enfin, disons, ça n'a pas eu un succès fantastique. Alors, je crois que c'est typiquement, et pour répondre à la dernière question sur éventuellement la prise en charge, c'est typiquement les choses qu'on est en train d'essayer d'améliorer sur les innovations thérapeutiques. Parce que des innovations thérapeutiques, quand il y a des problèmes diagnostiques variables et difficiles, des problèmes de traitement qui sont variables, et comme tu l'as dit à la fin, avec des dosages différents qu'on ne connaît pas. Et qu'il y a d'autre part une pathologie dont on sait que les effets psychologiques sont importants et que le simple fait de faire des traitements peut déjà améliorer les patients, font que le résultat des études, sur des études, comme tu l'as dit d'ailleurs, forcément limitées, sont difficiles à interpréter. Et donc c'est pour ça que on dit, dans l'exemple particulier, si vous arrivez à définir, dans le cadre des échographies, une espèce de cartographie des échographies dans le diagnostic, et que deuxièmement, au niveau des laboratoires, ils définissent un produit qui n'est pas 10 produits différents, mais qui soit un produit standardisé, à ce moment-là, on peut imaginer, dans la mesure où ponctuellement il y a des malades. Alors c'est l'avantage de la péronie par rapport à l'érection, c'est que c'est plus visible que l'érection, si j'ose dire, pour voir la différence avant-après. Ça peut permettre des prises en charge sous réserve de registre, et en disant c'est pas compliqué, on fait ça sur plusieurs praticiens et sur plusieurs malades. Tous les malades sont enregistrés dans un registre avec un nombre de critères qui est relativement limité et simple, puisqu'on voit avec 15 critères, on peut bien cadrer les choses. Et puis on fait 2000, 3000, 4000 malades en temps réel. Éventuellement, d'ailleurs, l'AIS a demandé que la prise en charge pendant l'étude des registres soit prise en charge, puisque de toute façon, actuellement, les gens utilisent des assimilations, donc c'est payé en partie, plus ou moins, par la sécurité sociale. Et à ce moment-là, une fois que le registre est terminé, au bout du temps qui a été défini par le HN d'une part et les CNP d'autre part, on voit les résultats. Et sur 3 ou 4 000 malades, si on voit qu'il y en a 2% qui sont améliorés, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment intéressant? Si on voit qu'il y en a 50% qui sont améliorés, le problème est plié, et à ce moment-là, il y aura... Et je pense que c'est comme ça maintenant qu'il faut réfléchir, et que là, le premier point, c'est faut définir de façon assez fiable et reproductible la description à l'échographie de la pathologie. Ça, c'est un point très important, et c'est la chance que vous avez pour ça. Pour l'érection, c'est plus compliqué parce que c'est plus subjectif. En fait. Ouais. Tandis que l'échographie, c'est un examen objectif. Et puis on a quand même aussi, pour la maladie de la péronie, de manière un peu plus objective, les mesures de la courbure. Et en plus l'échographie, ça fait quand même pas mal de...
Des questions? Non. Hélène, tu veux dire quelque chose sur l'échographie? Au sujet de l'échographie, à l'heure actuelle, les mesures sont relativement précises. Et nous avons fait une étude d'abord sur des albuginées normales. Et donc, nous savons maintenant qu'une albuginée normale, les dimensions sont entre 1,5 et 2 mm, selon l'âge des patients, puisque j'ai étudié 90 patients entre 20 et, je me souviens plus, 55 ou 60 ans. Et donc, on sait très bien quelles sont les dimensions normales d'une albuginée. Ça, c'est un fait établi. Ensuite, en ce qui concerne les dimensions des albuginées fibreuses, les mesures se font à maintenant 0,01 mm de précision. Oui, juste. Je ne mets pas du tout en doute. Si c'est déjà ça, c'est très bien. Mais on voit, enfin moi j'avais l'expérience, puisqu'avec Guy Valencien, on avait lancé, même avant les radiologues, les échographies de la prostate en transrectale. Mais on s'aperçoit très bien qu'il y a, quand on refait à des mêmes malades les examens, dans la mesure où c'est difficile de pouvoir systématiquement les faire exactement au même endroit, on a des variations qui sont dues simplement à la position de la sonde. Et donc c'est ça qu'il faut essayer justement de standardiser pour pouvoir avoir des variations. Pour les standardiser, on fait 5 mesures. Voilà. Donc ce qui permet d'avoir une idée très précise. Oui. J'ai une remarque. Oui, toute petite question de curiosité. Est-ce que dans les fibroses, il peut y avoir des fibroses, vous parlez de fibroses rétractiles, etc., on comprend bien sur l'ensemble du corps caverneux, mais simplement dans l'épaisseur, il y a des fibroses dans lesquelles il y a des diminutions de l'épaisseur de l'albuginée ou non? Non, c'est toujours une augmentation d'épaisseur et pas une diminution. Micro, Jean-Claude. On retient classiquement la similitude de la pathologie du Dupuytren, de l'hédorose et donc la péronie. Je dirais la première chose, c'est qu'en tant que chirurgien de la main, j'ai opéré beaucoup de Dupuytren. J'expliquais souvent, je ne vais pas dire systématiquement, mais souvent cette similitude du tissu. Je n'ai jamais eu un patient qui m'a fait part d'une maladie de la péronie, alors que je suggérais plus ou moins. Première chose. Et vous, dans vos maladies de la péronie, combien de Dupuytren avez-vous rencontré? Là, en tout cas, dans cette base de données, sur 66 patients, il y avait 2 patients qui avaient et Dupuytren et l'hédérose. Donc très peu par rapport... Voilà. Après, moi, j'en ai quand même régulièrement qui me disent... À Montpellier, on est en train de faire un travail prospectif, association de Dupuytren à la péronie. Systématiquement, je regarde s'il y a une maladie de Dupuytren. On est à 27% de maladie de Dupuytren, mais elle est toute petite. Les gens, les maladies de Dupuytren dont les gens parce qu'on les cherche, et la plupart sont des maladies de Dupuytren asymptomatiques. Et on est en train de faire l'inverse avec le centre de chirurgie de la main pour essayer justement de détecter. Alors c'est plus difficile pour un chirurgien de la main d'aller examiner la verge, la différence. Mais enfin, en tout cas, j'espère qu'on va avoir une réponse et qu'on va savoir un petit peu plus de choses là-dessus. On a un patient avec les 3 maladies. Oui. Ah oui. Les jeunes patients, ils ont l'hédérose, Dupuytren. Histologiquement, je n'ai pas d'informations précises. Est-ce que vous pensez que c'est effectivement le même tissu ou pas? Parce que comme l'a dit Renat, il y a très peu d'études. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'études histologiques comparatives. Je dirais que ça parce qu'on veut mettre la maladie du Dupuytren dans la maladie professionnelle. Et donc, ça va être plus difficile. Alors, ça pourrait être aussi le cas pour la verge. Mais l'autre question, c'est que le traitement en chirurgie de la main, on opère le plus tardivement possible, on n'opère pas précocement. Ça, c'est une première des choses. Et deuxièmement, nous avons eu des essais avec l'utilisation de collagénase. Est-ce que cela peut
s'appliquer ou a été tenté ou est La collagénase, c'est le Xiapex. Et il y en a eu, on Xiapex. l'a eu de 2015 à 2019. Oui, et puis Avec arrêté. et en fait, en tout cas, le Xiapex a été arrêté d'être commercialisé en Europe, Oui. si je ne me trompe pas, Ouais, à partir de décembre 2019. Il est encore disponible aux États-Unis, au Canada, Voilà. mais à peu près à 5 ou 6 000 $ le flacon, et ça ne peut être prescrit que par des médecins américains. Enfin, moi, j'ai Et- des patients qui ont essayé, et- mais... Oui, il faut aller aux États-Unis, il n'y a pas d'autre Et solution. ça voilà, donnait c'est une Au Canada. efficacité, c'est-à-dire que Il y avait une efficacité, si je me souviens bien, de 18% de réduction, ou 18 degrés, je me souviens plus, de réduction de la courbure. Ouais, c'est 33% de diminution et 18 Voilà, 18 degrés de degrés. moyenne de diminution Ouais. avec le Xiapex. Le problème, c'est... Merci. Le problème sur les pourcentages d'amélioration, c'est que, enfin, on a connu ça très bien avec les médicaments pour adénome prostatique. Quand vous avez fait partie d'études randomisées de laboratoires internationaux et que vous savez comment on fait les études randomisées et les critères de résultats, les pourcentages ne veulent rien dire. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que 18%? C'est quoi? Ça veut rien dire. Surtout qu'il y a un placebo à 9%. Voilà, Et même sur l'étude de Verapamil contre placebo, c'était pas 13% pour les deux. Ouais, il y avait une étude Injection c'est-à-dire qu'on se posait la question de la Juste avec du dilacération sérum phio, mécanique, oui. c'est la Ouais. technique qui a Ouais. été décrite par le riche. J'ai deux remarques là. Il y a des volumes importants quand même. Tu parles de 15-20 millilitres. Or, les kits que je connais, moi, tous, il n'y en a aucun qui arrive à avoir autant. Alors, Et ça deuxièmement, le protocole, c'est hors reco. Tu fais signer un protocole expérimental. Comment fais-tu pour gérer le patient? Alors, en fait, le volume, ça va dépendre avec World PRP, on a plutôt des volumes de 12 à 15. 10 à 15. Vous pouvez prélever plus que 25 22 alors. 25 millilitres avec les 2 millilitres d'anticoagulants. On observe le protocole. Et Hélène, c'est Hélène qui fait Et- ça. Ah bah oui, on a 12... Combien tu prélèves? c'est 23 millilitres de sang. 23 millilitres de Plus les sang, plus 2 millilitres de- d'anticoagulants. Donc ça fait 25 millilitres en tout, sur lesquels nous récupérons entre 12 et 15 millilitres de plasma. Et par contre, c'est vrai qu'avec l'Access, Et avec on prélève oui. 2 fois 20 millilitres. Et là, effectivement, on obtient On peut, plutôt entre on peut 18 arriver et jusqu'à 20, 22. 18 Ouais. ou 20 millilitres de plasma, ce qui est quand même très intéressant pour les Ouais, maladies moi, de je la prélève période. 22, 23, et c'est vrai que j'arrive à 10. Péniblement, je ne mets pas d'anticoagulant du tout. On va passer à la question Mais suivante. Merci, Marie, avec parce l'Access, que- on n'utilise pas d'anticoagulants non plus, hein, et on a plus de ça. On a des beaux volumes. Ouais. Merci. On pourra vous donner les précisions Protocole après. pour expérimental, parce que c'est hors reco. Moi, je leur fais signer comme quoi c'est à visée expérimentale. ceux- Oui, nous aussi. Nous aussi.